Mon fils a oublié de raccrocher le téléphone. J'ai entendu chaque mot comme un poignard droit dans le cœur. Je vais virer ce vieux de l'entreprise, a-t-il dit avec une froideur que je n'aurais jamais cru entendre sortir de sa bouche. Javier, mon propre fils, parlait de moi comme si j'étais un vieux meuble qui gêne dans le salon. 71 ans de vie, 45 ans à construire cette entreprise brique par brique, et lui m'appelait ce vieux. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, immobile, avec le téléphone collé à mon oreille, écoutant mon monde s'effondrer en silence. Paula, ma belle-fille, riait en fond. Un rire que je connaissais bien, celui qui apparaissait toujours quand on parlait d'argent, de biens, de tout ce que j'avais construit avec mes mains pleines de cornes et mon dos douloureux. Il était temps, répondit-elle à Ravière. Ton père ne comprend plus comment fonctionnent les affaires modernes. Il est temps que quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait prenne les commandes. Chaque mot était comme du sel sur une plaie ouverte. Moi, Joaquín Mendoza, l'homme qui avait lancé cette entreprise depuis zéro, travaillant 18 heures par jour alors qu'il n'était même pas né, j'étais maintenant vu comme un obstacle. La conversation a continué encore 10 minutes. Ils ont parlé d'avocats, de documents, de comment ils allaient me convaincre que c'était mieux pour tout le monde que je parte. Ils ont mentionné mon âge, ma santé, mon soi-disant manque de vision pour l'avenir. Ils ont planifié chaque mouvement comme dans une partie d'échecs, et moi, j'étais juste une pièce qu'il fallait retirer du plateau. La douleur que je ressentais dans ma poitrine n'était pas physique, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était la trahison de ceux que j'aimais le plus au monde. Quand ils ont enfin raccroché, je suis resté assis dans mon fauteuil préféré, celui en cuir marron que j'avais acheté il y a 20 ans pour fêter notre premier million de ventes. Les murs de mon bureau étaient remplis de photos. Javier enfant sur mes épaules, Paula souriante à son mariage, mes petits-enfants jouant dans le jardin de la maison que j'avais payée. Chaque image me faisait mal d'une manière différente maintenant. Quand tout cela avait-il commencé? Quand suis-je devenu l'ennemi? Je me suis rappelé ce matin de 1978 où j'ai décidé d'ouvrir ma propre affaire. J'avais 26 ans, une femme enceinte et 50 pesos en poche. Maria, ma chère Maria, m'avait soutenu même quand ça voulait dire manger des haricots pendant des mois. Joaquín, me disait-elle en me repassant les 2 seules chemises que j'avais. Tu peux réussir tout ce que tu veux. Elle croyait en moi même quand moi, je doutais. Les premières années ont été brutales. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures. Mes mains se sont remplies de cornes, mon dos s'est courbé à force de porter des cartons et mes yeux étaient fatigués de vérifier des chiffres tard dans la nuit. Mais chaque sacrifice en valait la peine, car je construisais quelque chose pour ma famille, pour Javier. Tout était pour lui, pour qu'il ait un avenir meilleur que le mien. Quand Maria est morte il y a 8 ans, Javier m'a promis qu'il ne me laisserait jamais seul. « Papa, nous sommes ta famille maintenant », m'avait-il dit pendant qu'on pleurait ensemble au cimetière. Paula hochait la tête à côté de lui, tenant ma petite fille Isabelle dans les bras. À ce moment-là, j'ai cru que malgré la douleur, j'avais la chance d'avoir une famille unie. Je me trompais tellement. L'entreprise a commencé à vraiment grandir après 2010. Les bénéfices ont triplé. On a acheté de nouveaux locaux, embauché plus de salariés. Javier avait étudié l'administration des affaires, et peu à peu, il a pris plus de responsabilités. J'étais fier de lui, heureux de voir que mon travail portait ses fruits avec la génération suivante. Je n'aurais jamais imaginé qu'il verrait mon expérience comme un poids, au lieu d'un guide. Mais les signes étaient là, et j'avais préféré ne pas les voir. Les réunions auxquelles on ne m'invitait plus, les décisions prises sans me consulter, les chuchotements qui s'arrêtaient quand je rentrais dans une pièce. Paula avait commencé à me traiter avec une politesse froide, mécanique, comme si j'étais un employé de plus et pas le fondateur de l'entreprise et le grand-père de ses enfants. Le téléphone a sonné à nouveau, me sortant de mes pensées. C'était Isabelle, ma petite fille de 16 ans, la seule qui me parlait encore avec un vrai amour. « Papy, ça va? Je te trouve bizarre ces derniers temps. » Sa voix douce m'a calmé un instant. Isabelle était différente des autres. Elle avait cette honnêteté directe des ados, mais aussi une sagesse qui me surprenait tout le temps. « Ce n'est rien, ma chérie, lui ai-je menti, en essayant que ma voix reste normale. Je suis juste un peu fatigué, mais elle connaissait trop bien son papy. Depuis toute petite, elle avait ce don de lire mes émotions comme dans un livre ouvert. « Papy, ne me mens pas. Je sais quand quelque chose te fait mal. » Ces mots m'ont touché, car elle avait raison. Isabelle était la seule dans ma famille qui me voyait vraiment,
qui se souciaient de ce que je ressentais et pas juste de ce que je pouvais leur donner. Après avoir raccroché avec elle, je suis allé lentement vers mon bureau. Chaque pas me coûtait plus que d'habitude, pas à cause de l'âge, mais à cause du poids de la trahison dans ma poitrine. Je me suis assis sur la chaise où j'avais pris des milliers de décisions importantes, où j'avais signé des contrats de millions, où j'avais bâti un empire depuis rien. Maintenant, cette même chaise me semblait comme un trône dont on voulait me détrôner. J'ai ouvert le tiroir en bas à gauche, celui que je gardais toujours fermé à clé. Là, je gardais les documents les plus importants de ma vie. L'acte de création de l'entreprise, les titres de propriété, les premiers contrats que j'avais signés avec la main tremblante à cause de l'émotion et de la peur. Mais il y avait aussi quelque chose de plus personnel. Un vieux dossier jaune rempli de photos et de coupures de journaux qui retraçaient chaque étape de ma réussite. La première photo m'a fait sourire malgré la douleur. C'était en 1982, 4 ans après avoir ouvert l'entreprise. Javier avait à peine 6 ans et était debout à côté de moi, devant notre tout premier local loué. Je portais mon seul costume, celui que je mettais pour toutes les occasions spéciales parce que je n'avais pas d'argent pour en acheter un autre. Javier souriait en montrant une dent tombée cette semaine-là. Maria avait insisté pour qu'on prenne cette photo pour l'avenir. Elle disait, un jour, Javier voudra se rappeler comment tout a commencé. Comme c'est ironique. Maintenant, Javier voulait effacer ce passé, éliminer l'homme qui avait rendu possible son confort actuel. J'ai continué à regarder les photos. Il y avait l'image de notre première grosse vente, un contrat de $100 000 qui avait tout changé. Javier avait 12 ans et était venu au bureau après l'école pour fêter ça. On avait commandé des pizzas et mangé assis par terre, car je n'avais pas encore d'argent pour de vrais meubles. Mon fils m'avait dit ce soir-là, pendant qu'on partageait la dernière part. Quand je serai grand, je veux toujours travailler avec toi. Ces mots avaient été mon moteur pendant des années. Chaque matin où je me levais alors que mon corps voulait dormir. Chaque week-end que je sacrifiais pour conclure un contrat. Chaque fois que je disais non à des vacances parce que l'entreprise avait besoin de moi. Je le faisais en pensant à cette promesse. Mais les promesses d'enfants disparaissent quand ils deviennent adultes avec leurs propres ambitions. Javier avait grandi en voyant les fruits de mon travail, mais n'avait jamais connu les sacrifices qu'il avait fallu pour y arriver. Pour lui, le succès avait toujours été là, comme l'air qu'on respire. Il ne savait pas ce que c'était de commencer de zéro, avec les mains vides et juste la volonté pour tout capital. J'ai trouvé une lettre que Maria m'avait écrite en 1995, quand l'entreprise avait 17 ans et qu'on avait ouvert notre 3e succursale. Elle me l'avait laissée sur mon bureau un jour où j'étais rentré particulièrement tard. « Mon cher Joaquin, disait-elle avec sa belle écriture. Je sais que tu travailles autant parce que tu nous aimes. Javier et moi, on comprend. Mais n'oublie pas que tu as déjà accompli plus que ce qu'on rêvait. Maintenant, tu dois aussi profiter un peu de ce que tu as construit. Tu dois prendre du temps pour être heureux, pas juste pour travailler. » Je n'ai jamais suivi son conseil. Il y avait toujours un nouvel objectif à atteindre, un nouveau projet à développer, une nouvelle opportunité qu'il ne fallait pas rater. Maria est morte en pensant qu'un jour j'apprendrais à me détendre, à profiter des fruits de mon labeur. Elle est morte en espérant que je comprendrais que j'en avais déjà fait assez, que j'avais déjà assuré l'avenir de notre famille. Mais moi, j'ai continué à travailler, j'ai continué à construire. Parce que je croyais que plus signifiait mieux pour Javier. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Miguel, mon comptable et un des rares vrais amis que j'avais. « Joaquin, je dois te parler de quelque chose d'important », m'a-t-il dit avec un ton qui ne m'a pas plu. C'est à propos des mouvements que Javier fait sur les comptes de l'entreprise. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quel genre de mouvement ? Miguel a consulté des avocats à propos de la possibilité de restructurer la propriété de l'entreprise. Il dit que c'est pour optimiser les impôts. Mais les questions qu'il pose n'ont rien à voir avec les impôts, Joaquin. Elles concernent des transferts de pouvoir. Les mots de Miguel ont confirmé mes pires craintes. Ce n'était pas juste une conversation entre deux personnes. C'était un vrai plan, avec des dates, des stratégies, des avocats impliqués. Depuis combien de temps fait-il ça, ai-je demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. Au moins 3 mois, a répondu Miguel. Au début, je pensais qu'il t'en avait parlé. Mais ensuite, j'ai compris qu'il te cachait tout. Joaquin, en tant qu'ami, je dois te le dire, tu dois te protéger. Après avoir raccroché avec Miguel,
je suis resté à regarder par la fenêtre de mon bureau. De là, je pouvais voir le parking où Javier arrivait chaque matin dans la BMW que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Je voyais aussi l'entrée principale de l'immeuble, cette porte par laquelle j'étais passé tant de fois avec de nouveaux projets, des contrats signés, des rêves réalisés. Maintenant, tout cela avait une autre signification. Ce n'était plus mon entreprise, mon héritage, l'œuvre de toute ma vie. Pour Javier, c'était juste un business qu'il avait hérité, et moi, j'étais un obstacle. Pour Paula, c'était une source d'argent qui leur permettait de vivre tranquillement. Pour les autres employés, c'était sûrement juste un lieu de travail. Sans savoir que chaque bureau, chaque ordinateur, chaque chaise avait été acheté avec la sueur d'un homme parti de rien. J'ai pris une décision. Je n'allais pas confronter Javier directement. Je n'allais pas faire une scène dramatique ni lui demander des explications qui seraient sûrement des mensonges pour me calmer. S'il voulait jouer salement, moi je pouvais jouer plus intelligemment. Après tout, je n'étais pas arrivé ici uniquement parce que je travaillais dur. Mais aussi parce que je savais quand et comment prendre les bonnes décisions. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à revoir tous les documents légaux de l'entreprise. Je devais comprendre exactement ma position, quel pouvoir j'avais encore. Et lesquels j'avais cédés sans m'en rendre compte au fil des années. Miguel avait raison, il était temps de me protéger. J'ai passé toute la nuit à lire des documents. Chaque contrat, chaque titre, chaque papier qui définissait la structure légale de mon entreprise. Ce que j'ai découvert m'a rassuré et m'a effrayé en même temps. Sur le plan légal, j'étais encore le propriétaire absolu de 85% des parts. Javier n'avait que 15%, que je lui avais donné il y a 5 ans comme récompense pour sa progression professionnelle. Sur le papier, il ne pouvait rien faire sans mon autorisation. Mais j'ai aussi compris pourquoi il voulait m'éliminer du chemin. Tant que je serais en vie et sain d'esprit. Il n'aurait jamais le contrôle total qu'il voulait tant. L'ironie était amère. J'avais gardé cette structure justement pour protéger l'héritage familial. Jamais je n'aurais imaginé que cette protection devienne la cause de ma trahison. Javier ne me voyait pas comme un père sage qui protège le patrimoine de la famille. Mais comme un obstacle égoïste qui refuse de céder le pouvoir. La différence de point de vue était énorme et douloureuse. À 6 heures du matin, quand le soleil commençait à traverser les rideaux de mon bureau. J'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur depuis 20 ans. Le cabinet juridique Herrera, a répondu la secrétaire d'une voix professionnelle. J'ai besoin de parler au docteur Herrera de toute urgence, lui ai-je dit. C'est Joaquín Mendoza. En moins de 2 minutes, Roré Herrera était au téléphone. C'était mon avocat depuis 1995. Et un des rares hommes en qui j'avais une confiance totale. Joaquín, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles sitôt. Que puis-je faire pour toi? Sa voix m'a toujours donné un sentiment de sécurité. Je lui ai tout raconté, la conversation que j'avais entendue. Les démarches de Javier avec d'autres avocats. Le sentiment de trahison qui me rongeait de l'intérieur. Roré m'a écouté en silence, ne m'interrompant que pour poser des questions précises sur les dates et les détails. Joaquín, m'a-t-il dit enfin. Je comprends parfaitement ta douleur, mais je dois aussi être clair avec toi. Légalement, Javier ne peut rien faire de grave sans ton accord. Mais il peut compliquer ta vie d'homme d'affaires, il peut contester chaque décision, créer des conflits internes. Et même essayer de prouver que tu n'as plus la capacité mentale pour diriger l'entreprise. Ces derniers mots m'ont frappé comme un coup dans le ventre. Le plus capable mentalement. Roré, j'ai 71 ans, pas 91. Mon esprit est encore parfaitement clair. Mais il a continué à m'expliquer. Joaquín, dans les cas de conflits familiaux en entreprise, il est courant qu'un des membres essaie de démontrer que le patriarche n'est plus capable de prendre des décisions importantes. Je ne dis pas que c'est ton cas. Mais si Javier veut te forcer à partir, ça pourrait être une de ses stratégies. La conversation avec Roré a duré 2 heures. À la fin, on avait établi un plan. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la protection. Si Javier voulait jouer avec le feu, je voulais m'assurer qu'il ne se brûle pas seul. Mais qu'il comprenne bien à qui il avait affaire. Donne-moi 48 heures, m'a dit Roré. Je vais préparer toute la documentation nécessaire. Et Joaquín, si tu décides vraiment de faire ça, il n'y aura pas de retour possible. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années.
Je suis sorti tôt du bureau. J'avais besoin de marcher, de réfléchir, de digérer tout ce qui se passait. J'ai conduit jusqu'au parc où j'emmenais Javier quand il était petit. Le même endroit où je lui avais appris à faire du vélo. Où on faisait voler des cerfs-volants le dimanche après-midi. Où il m'avait promis qu'un jour il travaillerait avec moi pour toujours. Je me suis assis sur le même banc où on mangeait une glace après ses matchs de foot. Javier n'a jamais été très doué en sport. Mais je n'ai jamais raté un seul match. Chaque samedi matin, peu importe combien de travail j'avais en retard. J'étais là, à crier son nom depuis les gradins. Maria me disait toujours que j'en faisais trop. Que les autres parents me regardaient bizarrement parce que j'étais trop expressif. Mais pour moi, ces moments étaient sacrés. C'était ma manière de lui dire qu'il comptait plus que n'importe quelle affaire. Un enfant d'environ 8 ans a couru devant moi en poursuivant un ballon. Son père le suivait en souriant et en lui criant de faire attention. Cette scène m'a ramené 30 ans en arrière. Je me suis souvenu clairement du jour où Javier était tombé de son nouveau vélo dans ce même parc. Il s'était écorché le genou et pleurait plus de peur que de douleur. Je l'avais porté jusqu'au banc, j'avais nettoyé sa blessure avec mon mouchoir. Et je lui avais acheté une glace pour le consoler. « Papa » m'avait-il dit en mangeant sa glace au chocolat. « Quand je serai grand, je vais te soigner comme toi tu me soignes. » Ces mots sont restés gravés dans mon cœur comme une prophétie. Pendant toutes ces années, chaque fois que je prenais une décision difficile, je repensais à cette promesse innocente d'un enfant de 8 ans. Qui croyait que l'amour était éternel et inconditionnel. Mais les gens changent. Les circonstances changent. Et les promesses de l'enfance disparaissent quand la réalité adulte arrive. Javier n'était plus ce petit garçon qui me voyait comme son héros. Maintenant, c'était un homme de 43 ans qui me voyait comme un obstacle à ses ambitions. Et peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais vraiment devenu un frein à sa carrière. Le téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Paula. « Joaquin, j'espère que tu vas bien. Javier et moi rentrons demain du voyage. Nous avons quelques nouvelles idées pour l'entreprise que nous aimerions discuter avec toi. » Le message était poli. Mais je savais lire entre les lignes. Ce n'était pas de nouvelles idées. C'était le moment d'exécuter leur plan. Ils avaient profité de ces 5 jours de voyage pour tout finaliser. Demain, ils viendraient m'annoncer ma retraite volontaire. Ce soir-là, j'ai appelé Isabelle. J'avais besoin d'entendre une voix qui m'aimait vraiment. Sans arrière-pensée, sans plan caché. « Papy, quelle surprise » m'a-t-elle dit avec son enthousiasme habituel. « Comment vas-tu ? Je t'ai beaucoup eu dans mes pensées ces derniers jours. » Son honnêteté me désarme toujours. Isabelle ne dit jamais les choses juste pour être polie ou gentille. Quand elle dit qu'elle a pensé à moi, c'est qu'elle l'a vraiment fait. « Isabelle, je dois te poser une question et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, lui ai-je dit. As-tu entendu tes parents parler de moi dernièrement ? À propos de l'entreprise, de mon travail ? » Il y a eu un long silence de l'autre côté du fil. Finalement, Isabelle a soupiré profondément. « Papy, je ne voulais rien te dire parce que je ne voulais pas te blesser, mais oui, je les ai entendus. Et dis-moi ce que tu as entendu, mon amour. C'est important. » Isabelle a commencé à parler avec ce mélange d'innocence et de sagesse qui la rendait unique. « Papa dit que tu ne peux plus diriger l'entreprise comme avant, que tu fais des erreurs, et que c'est dangereux pour les affaires. Maman dit que tu devrais prendre ta retraite et profiter de ta vieillesse. Mais papy, je les observe quand ils parlent d'argent, et leurs yeux brillent différemment. Ils ne s'inquiètent pas pour toi. Ils sont excités par ce qu'ils vont obtenir. » Les mots d'Isabelle ont confirmé ce que je savais déjà, mais venant d'elle, ça faisait encore plus mal. Ma petite fille, du haut de ses 16 ans, avait vu ce que je refusais d'admettre. Que mon fils et ma belle-fille n'agissaient pas par amour ou par inquiétude, mais par pure ambition. « Papy » a continué Isabelle. « Je ne sais pas exactement ce qu'ils préparent, mais je peux te dire qu'ils ne pensent pas à ton bien-être, ils pensent à eux. » Après avoir raccroché avec Isabelle, je me suis servi un whisky et je me suis assis sur ma terrasse. La ville s'étendait devant moi, pleine de lumière qui brillait comme des étoiles sur terre. Depuis mon appartement au 20e étage, je pouvais voir au loin les bureaux de mon entreprise. Cette même vue qui, pendant des années, m'avait rempli de fierté, me provoquait maintenant un mélange étrange de nostalgie et de détermination. J'ai pensé à Maria.
Si elle était encore en vie, que me conseillerait-elle? Connaissant son caractère doux mais ferme, elle me dirait sûrement de parler avec Ravière. D'essayer de comprendre ses raisons, de chercher une solution pour toute la famille. Mais Maria était morte sans voir le côté sombre de notre fils. Sans voir comment l'ambition peut corrompre même les liens de sang les plus sacrés. J'ai pris une décision définitive ce soir-là. Je n'allais pas affronter Ravière directement. Je n'allais pas supplier pour son amour ou son respect. S'il avait décidé que j'étais l'ennemi, alors j'allais agir en conséquence. Mais je le ferais avec intelligence, avec dignité. Et surtout, avec une leçon qu'il n'oublierait jamais. Je voulais lui apprendre que sous-estimer son père serait la plus grosse erreur de sa vie. À 8 heures du matin le lendemain, Roré Herrera est arrivé dans mon bureau avec une mallette pleine de documents. Son visage sérieux m'a confirmé qu'il avait travaillé toute la nuit pour préparer ce qu'on avait discuté. Joaquin, m'a-t-il dit en étalant les papiers sur mon bureau. Voici tout ce qu'il te faut, mais avant de signer quoi que ce soit, je veux que tu comprennes bien les conséquences de ce que tu t'apprêtes à faire. Les documents étaient plus complexes que je ne l'imaginais. Il ne s'agissait pas seulement de vendre l'entreprise, mais d'une restructuration complète, vente de tous les actifs principaux. Liquidation des comptes de l'entreprise, dissolution légale de la société. Si tu signes ça, a poursuivi Roré. Ravière ne perdra pas seulement sa place dans l'entreprise, il perdra tout ce qu'il considère comme à lui. Le bâtiment, les contrats, les comptes bancaires. Même la voiture qu'il utilise et qui est enregistrée comme bien de l'entreprise. Et les 15% d'actions que je lui ai données, ai-je demandé. Roré a souri avec un mélange d'admiration et de souci. Ces 15% lui donnent droit à une compensation. Mais seulement après le paiement de toutes les dettes, impôts et frais de liquidation. Comme tu as réinvesti les bénéfices au lieu de les distribuer en dividendes. Sa part finale sera beaucoup plus petite que ce qu'il espère. Nous avons passé chaque document ligne par ligne. Roré avait trouvé 3 acheteurs potentiels. Mais il y en avait un en particulier qui m'a intéressé. Une entreprise internationale qui voulait acheter des sociétés comme la mienne depuis 2 ans. Son offre était de 1,2 million de dollars. Payable immédiatement par virement bancaire. C'est une excellente offre, m'a expliqué Roré. Ils paient au-dessus du marché car ils veulent s'installer rapidement dans cette région. Combien de temps durerait tout le processus, ai-je demandé. Si tu signes aujourd'hui, je peux faire finaliser le transfert en 48 heures, a répondu Roré. L'acheteur a déjà tout le capital prêt et ses avocats sont disponibles. Il ne manque plus que ta signature et les documents qu'on a préparés. Pendant que Roré m'expliquait les détails techniques. Je pensais au timing parfait de tout cela. Ravière et Paula rentraient de voyage dans l'après-midi. Selon leur plan, demain, ils me présenteraient leur ultimatum. Pensant me trouver pris au dépourvu et vulnérable. Mais au lieu de ça, ils découvriraient qu'il n'y a plus d'entreprise à contrôler. Plus d'héritage à recevoir. Plus de pouvoir à voler. Roré, lui ai-je dit. Il y a encore une chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Je lui ai expliqué que je voulais une lettre officielle à remettre à Ravière le lendemain de la vente. Pas une lettre cruelle ou de vengeance. Mais une explication claire et digne de mes raisons. Je voulais qu'il comprenne que ce n'était ni un coup de colère, ni une revanche. Mais une décision mûrement réfléchie par un homme fatigué d'être sous-estimé par sa propre famille. Roré a pris des notes pendant que je lui dictais les points à inclure dans la lettre. Je voulais que ce soit clair. Qu'il m'avait obligé à prendre cette décision. Que ses plans secrets, ses manigances avec des avocats et son manque de respect envers l'homme. Qui avait construit tout ce qu'il considérait comme acquis. Étaient les vraies raisons de ce qui allait se passer. À 11 heures du matin, j'ai signé tous les documents. Ma main tremblait légèrement, non pas de peur. Mais à cause de l'importance de ce que j'étais en train de faire. Avec cette signature, je tournais la page sur 45 ans de ma vie. Mais j'ouvrais aussi un nouveau chapitre. Où personne ne me verrait plus jamais comme un poids ou un obstacle. C'était libérateur et effrayant à la fois. Joaquin, m'a dit Roré en rangeant les papiers signés. Une fois que tout ça sera validé, il n'y aura plus de retour possible. Tu es sûr? Je l'ai regardé droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une étrange paix. Roré, j'ai pris des milliers de décisions difficiles dans ma vie professionnelle. Celle-ci est peut-être la plus dure. Mais aussi la plus nécessaire. Je suis sûr. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose de symbolique.
J'ai marché à travers toute l'entreprise, étage par étage, bureau par bureau, disant au revoir en silence à tout ce que j'avais construit. Les employés me saluaient avec le respect habituel, sans savoir que c'était la dernière fois qu'ils me voyaient comme leur patron. Certains m'ont demandé si Javier était déjà revenu de son voyage. Il revient aujourd'hui, leur ai-je répondu. Et demain, il aura beaucoup de choses à vous dire. Dans l'entrepôt principal, je me suis arrêté devant le tout premier bureau que j'avais acheté pour l'entreprise. Un simple meuble en bois, rien de luxueux, mais pratique. Je l'avais utilisé pendant 15 ans avant de pouvoir m'offrir mieux. Je me suis souvenu des nuits passées là, à faire des calculs à la main parce que je n'avais pas d'argent pour un ordinateur, à taper des lettres commerciales sur une machine à écrire que Maria m'avait offerte pour mon anniversaire. Miguel, mon comptable, est arrivé avec une expression inquiète. Joaquin, j'ai remarqué des mouvements étranges sur les comptes. Il semble que quelqu'un ait consulté des informations confidentielles sans autorisation. Je lui ai souri calmement. Miguel, ne t'inquiète pas pour ça. Très bientôt, tout va devenir clair. Il m'a regardé avec confusion. Mais il n'a pas insisté. Miguel avait appris à faire confiance à mes décisions, même quand il ne les comprenait pas entièrement. À 17 h, j'ai vu arriver la BMW de Javier sur le parking. Depuis la fenêtre de mon bureau, je les ai vus, lui et Paula, descendre de la voiture, bronzés et détendus après leur voyage à Cancun. Ils portaient des sacs de shopping et parlaient avec entrain. Paula portait une robe neuve qui avait sûrement coûté plus que ce que beaucoup de nos employés gagnent en un mois. Javier avait cette expression satisfaite qu'il avait toujours quand il pensait avoir le contrôle d'une situation. Je ne suis pas descendu les saluer. À la place, j'ai attendu qu'ils montent à leur bureau. Puis je me suis dirigé vers le parking. Il me restait une dernière tâche à accomplir avant que mon plan ne soit complètement en marche. J'ai conduit jusqu'à la banque où nous avions nos comptes principaux de l'entreprise. Le directeur, un homme qui me connaissait depuis 20 ans, m'a accueilli avec la cordialité habituelle. « Monsieur Mendoza, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Je lui ai expliqué que je devais fermer tous les comptes de l'entreprise et transférer les fonds vers un nouveau compte personnel que je venais d'ouvrir dans une autre banque. C'est une restructuration d'entreprise, lui ai-je dit sans donner plus de détails. Le directeur, habitué à ce genre de démarche, a tout traité avec une efficacité professionnelle. Ce soir-là, Javier m'a appelé à la maison. « Papa, nous sommes de retour du voyage. Paula et moi voulons t'inviter à dîner demain. Nous avons des choses importantes à discuter avec toi concernant l'avenir de l'entreprise. » Sa voix semblait affectueuse, mais je pouvais sentir la fausseté derrière chaque mot. C'était le ton qu'il utilisait quand il voulait me manipuler pour obtenir quelque chose. « Bien sûr, mon fils, lui ai-je répondu avec la même hypocrisie. Ce sera un plaisir de dîner avec vous. Moi aussi, j'ai des nouvelles importantes à vous annoncer. Il y a eu une brève pause de l'autre côté de la ligne. « Des nouvelles importantes ?» a-t-il demandé avec une curiosité à peine déguisée. « Oui, ai-je dit, mais je préfère t'en parler en personne demain. Ce sera une conversation mémorable. » Après avoir raccroché, je me suis servi un autre whisky et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Dans moins de 24 heures, Javier découvrirait que son père n'était pas le vieil homme naïf qu'il croyait. Il découvrirait que 45 ans à bâtir un empire à partir de rien t'apprennent des leçons qu'il n'avait jamais dû apprendre. Et surtout, il découvrirait que sous-estimer l'homme qui t'a donné la vie peut avoir des conséquences dévastatrices. Le téléphone a sonné encore une fois. C'était Isabelle. « Papy, ça va ?» Papa et maman sont rentrés très contents du voyage, mais ils agissent bizarrement. Ils chuchotent tout le temps, et quand je m'approche, ils se taisent. Je les rassurai en lui disant que tout allait bien. Et que très bientôt, tous les doutes seraient levés. « Isabelle, lui ai-je dit avant de raccrocher. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu seras toujours la chose la plus importante pour moi. Tu es la seule personne dans cette famille qui m'aime sans condition. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le contrôle de ma propre vie. » À 7 h du matin le jour suivant, Roré m'a appelé avec la confirmation que j'attendais. « Joaquin, tout est terminé. Le virement de 1,2 million de dollars est déjà sur ton compte personnel. Et les documents de vente ont été officiellement enregistrés. Légalement, tu n'es plus le propriétaire de l'entreprise.
Sa voix avait un mélange d'admiration et d'inquiétude. La nouvelle société prendra possession officiellement à 10 heures. Leurs représentants sont déjà en route pour assurer la transition. Je me suis habillé avec mon plus beau costume. Le même que j'avais utilisé pour signer les contrats les plus importants de ma carrière. Si j'allais affronter mon fils pour la dernière fois en tant qu'homme d'affaires, je voulais le faire avec la dignité que j'avais toujours gardée durant ma vie professionnelle. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu le même homme qui avait commencé avec 50 pesos en poche. Mais maintenant avec la sagesse et la force que seules les décennies de lutte et de sacrifice peuvent donner. Je suis arrivé à l'entreprise à 8h30. Les employés m'ont salué comme d'habitude, sans savoir que ce jour allait changer leur vie à jamais. Certains m'ont demandé s'il était vrai qu'il y aurait de gros changements aujourd'hui, parce qu'ils avaient vu des mouvements inhabituels d'avocats et d'hommes en costume dans le bâtiment. Oui, leur ai-je répondu calmement. Aujourd'hui il y aura des changements très importants. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. À 9h, Javier est entré dans mon bureau avec un sourire qui ne réussissait pas à cacher sa nervosité. Bonjour papa. Tu es prêt pour notre conversation? Paula l'accompagnait, élégamment habillée et avec cette expression de fausse inquiétude qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Bien sûr, leur ai-je dit, mais avant, je dois recevoir quelques visiteurs qui sont en train d'arriver. Pourquoi ne pas m'attendre dans la salle de réunion? Les représentants de la nouvelle société sont arrivés à 10h pile. C'étaient 3 cadres impeccablement habillés, accompagnés de leurs avocats. Le chef du groupe, un homme d'environ 50 ans nommé Oscar Ramirez, m'a serré la main fermement. Monsieur Mendoza, c'est un honneur de rencontrer enfin l'homme qui a construit cette entreprise. Nous avons étudié votre travail pendant des mois, et nous sommes très impressionnés par ce que vous avez accompli. L'honneur est pour moi, lui ai-je répondu. Êtes-vous prêt à prendre possession? Oscar a hoché la tête et m'a tendu une chemise contenant tous les derniers documents. Tout est en ordre. À partir de maintenant, nous sommes officiellement les nouveaux propriétaires. Merci d'avoir tout gardé en parfait état pour cette transition. Pendant que les nouveaux propriétaires se dirigeaient vers les bureaux principaux pour entamer le processus, je me suis dirigé vers la salle de réunion où Javier et Paula attendaient. Je pouvais les voir à travers la vitre, parlant à voix basse et regardant des papiers qu'ils avaient apportés. C'étaient probablement les documents préparés par leurs avocats pour forcer ma retraite. L'ironie de la situation me faisait presque sourire. Je suis entré dans la salle avec la copie des documents de vente en main. Désolé du retard, leur ai-je dit en m'asseyant face à eux. Comme je vous l'ai mentionné hier, j'ai des nouvelles importantes à vous partager. Javier et Paula ont échangé un regard rapide. Il était clair qu'ils s'attendaient à être ceux qui annoncent les grandes nouvelles. Papa, a commencé Javier avec son ton le plus diplomatique. Paula et moi avons beaucoup réfléchi pendant notre voyage et nous pensons qu'il est temps que tu envisages de prendre ta retraite. Tu as 71 ans, tu as travaillé sans relâche pendant des décennies. Et tu mérites de profiter de ta vieillesse sans la pression de gérer une si grande entreprise. Paula a hoché la tête avec son sourire le plus doux. Joaquin, nous savons combien tu aimes cette entreprise. Mais nous voyons aussi que le stress te pèse. Javier est tout à fait prêt à reprendre les rênes. Et nous veillerons à ce que tu aies une retraite confortable et digne. Leurs mots semblaient répétés, comme s'ils avaient répété ce discours pendant tout leur voyage. Je les ai laissés parler pendant 10 minutes de plus. Ils ont expliqué leur projet pour moderniser l'entreprise. L'adapter aux nouvelles technologies. Optimiser les processus qui, selon eux, ne fonctionnaient plus. Chaque phrase était un coup de couteau déguisé en inquiétude familiale. Ils parlaient de moi comme si j'étais un vieillard sénile qui ne comprenait plus le monde. Vous avez terminé, ai-je demandé quand ils ont enfin fait une pause. Ils ont tous deux hoché la tête en attendant ma réponse. Javier avait même sorti quelques papiers de sa mallette, probablement les documents de transfert de pouvoir qu'ils avaient préparés. Parfait, ai-je poursuivi, parce que maintenant, c'est à mon tour de vous annoncer mes nouvelles. J'ai posé les documents de vente sur la table et je les ai fait glisser vers eux. Prenez le temps de les lire, leur ai-je dit en les observant pendant que leurs expressions passaient de la confiance à la confusion. Comme vous le verrez, il n'y a plus d'entreprise dont je pourrais être retiré. Je l'ai vendue hier pour 1,2 million de dollars. Le silence qui suivit était assourdissant. Javier a pris les documents avec des mains tremblantes et a commencé à les lire. Son visage devenant de plus en plus pâle à chaque ligne. Paula s'est penchée sur son épaule.
ses yeux lisant rapidement les pages. Ça ne peut pas être vrai, a murmuré Ravière. Tu n'as pas pu vendre l'entreprise sans nous consulter. Vous consulter, ai-je répété avec un calme qui me surprenait moi-même. Comme vous m'avez consulté quand vous avez planifié ma sortie forcée? Comme vous m'avez consulté quand vous avez engagé des avocats pendant 3 mois pour trouver comment me virer de ma propre entreprise. Le visage de Ravière est devenu rouge. Il savait qu'il avait été découvert. Papa, tu as mal compris cette conversation téléphonique, a-t-il tenté d'expliquer. Mais je l'ai interrompu. Ravière, j'ai entendu chaque mot clairement. Tu as dit, je vais virer ce vieux de l'entreprise. Eh bien, félicitations. Il n'y a plus d'entreprise d'où virer qui que ce soit. Ma voix restait calme, mais chaque mot portait le poids de 45 ans de travail trahi. Paula a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Joaquin, on peut sûrement régler ça. S'il y a des problèmes de communication dans la famille, on peut les résoudre en parlant. Ce n'était pas nécessaire de prendre une décision aussi radicale. Sa voix avait ce ton manipulateur qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. Radical, ai-je demandé. Savez-vous ce qui est radical? Découvrir que ton propre fils, le fils pour lequel tu as sacrifié ta jeunesse, ta santé et ton temps auprès de ta femme mourante, te considère comme un obstacle. Ça, c'est radical. Ravière a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ce que j'ai fait, c'est simplement protéger ma dignité. Mais papa, insista Ravière. Cette entreprise, c'était notre avenir, l'avenir de tes petits-enfants. Sa voix avait maintenant une touche de désespoir. Comment as-tu pu tout détruire pour un malentendu? Je l'ai regardé avec un mélange de tristesse et de détermination. Ravière, cette entreprise, c'était mon présent. C'était le résultat de mon travail, de mes sacrifices, de mes décennies d'efforts. Vous la voyez comme un héritage assuré. Mais elle n'a jamais été un héritage. C'était mon entreprise. Et en tant que telle, j'avais le droit de décider quoi en faire. À ce moment-là, on a entendu du bruit dans le couloir. Les nouveaux propriétaires rassemblaient tous les employés pour leur expliquer la transition. En fait, ai-je continué. Les nouveaux propriétaires arrivent justement maintenant pour prendre officiellement possession. Si vous voulez, vous pouvez rester pour les rencontrer. Peut-être même que vous pourrez décrocher un poste chez eux. Même si je doute qu'ils vous laissent garder les postes de direction que vous espériez hériter. Ravière se leva brusquement, faisant rouler sa chaise en arrière. C'est de la pure vengeance, cria-t-il. Et tu détruis ta propre famille par rancune. Son masque de fils attentionné était enfin tombé, révélant la colère et l'ambition qu'il cachait depuis longtemps. Non, lui ai-je répondu en restant assis, calme. C'est de la justice. Vous avez planifié mon humiliation pendant des mois. Moi, j'ai simplement pris de l'avance sur vos plans. Paula tenta de le calmer. Mais Ravière était hors de lui. 40 ans de ma vie à travailler dans cette entreprise. 40 ans à attendre que tu me donnes une vraie chance. 40 ans. 40 ans, ai-je répété lentement. Tu as 43 ans, Ravière. Tu as commencé à travailler ici à 25 ans. Ça fait 18 ans, pas 40. Et pendant ces 18 années, tu n'as jamais eu à te soucier de payer les salaires, de trouver des clients, de prendre les décisions difficiles qui maintiennent une entreprise en vie. Tu avais un poste confortable, bien payé, dans une entreprise prospère. Mais ça ne te donne pas droit à plus. Les cris de Ravière avaient attiré l'attention de certaines personnes dans le couloir. Plusieurs employés jetaient un œil à travers la porte, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais sentant que quelque chose d'important était en train d'arriver. Ravière, lui ai-je dit finalement. Je te conseille de baisser la voix. Il nous reste encore des choses à discuter. Et je préfère le faire avec dignité. Ravière s'est laissé retomber sur sa chaise, haletant. Paula lui posa une main sur l'épaule. Mais ses yeux me regardaient avec une froideur que je n'avais jamais vue chez elle. Joaquin, me dit-elle d'une voix calme mais venimeuse. J'espère que tu es prêt à assumer les conséquences de ce que tu as fait. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Conséquences, ai-je demandé avec une vraie curiosité. Quel genre de conséquences, Paula? Vous allez arrêter de m'inviter au dîner de famille? Vous allez m'interdire de voir mes petits-enfants?
Parce que si c'est ça vos menaces, laissez-moi vous dire que vous m'aviez déjà exclu de la plupart des réunions familiales. La seule différence, c'est que maintenant ce sera officiel. Javier releva la tête, les yeux rouges de colère. Et peut-être de larmes qu'il refusait de laisser couler. Papa, tu crois vraiment que ça va arranger quelque chose? Tu crois que détruire tout ce qu'on a construit ensemble va te faire sentir mieux? Sa voix avait perdu toute fausse douceur. Pour la première fois depuis des mois, il était totalement honnête avec moi. Javier, lui ai-je répondu. Nous n'avons rien construit ensemble. C'est moi qui ai construit cette entreprise. 30 ans avant que tu ne viennes y travailler. Tu es arrivé quand tout était déjà prêt. Quand les risques avaient déjà été pris. Quand les sacrifices avaient déjà été faits. Je ne minimise pas ce que tu as fait ces dernières années. Mais ne laisse pas ton ambition déformer l'histoire. À ce moment, Oscar Ramirez, le nouveau propriétaire, frappa doucement à la porte vitrée. Désolé de vous interrompre, dit-il en entrant. Mais nous avons besoin que M. Mendoza signe quelques documents finaux. Et nous aimerions aussi parler avec les cadres de l'entreprise concernant la transition. Il regarda Javier et Paula avec un intérêt professionnel. Je suppose que vous êtes les cadres mentionnés dans les dossiers. Il l'était, ai-je corrigé. Javier est mon fils, et Paula est ma belle-fille. Javier avait un poste de direction dans l'entreprise. Mais évidemment, cela prend fin avec la vente. Oscar acquiesça avec compréhension. Nous savons que les transitions familiales peuvent être délicates. Si le jeune Javier est intéressé, nous pourrions envisager de lui proposer un poste dans la nouvelle structure. Mais ce serait évidemment comme employé, pas comme cadre. L'humiliation sur le visage de Javier était évidente. Il était passé de futur patron absolu à employé potentiel. En moins d'une heure. Il ne répondit pas. Ce qui lui restait de dignité l'en empêcha. Je ne pense pas que ça marchera, finit-il par dire. Oscar haussa poliment les épaules. Comme vous voudrez. L'offre reste valable quelques jours, si vous changez d'avis. Après que Oscar se soit retiré pour continuer la transition. Nous sommes restés tous les trois dans un silence pesant. Paula fut la première à parler. Eh bien, Joaquin, je suppose que tu as gagné. J'espère que tu es satisfait. Son sarcasme était évident. Mais je n'allais pas me laisser provoquer. Paula, lui ai-je dit calmement. Ça n'a jamais été une question de gagner ou de perdre. C'était une question de respect et de dignité. Vous avez décidé que je ne méritais plus aucune des deux. J'ai simplement agi en conséquence. Je me suis levé et j'ai ramassé mes documents. Maintenant, si vous permettez. J'ai quelques affaires personnelles à récupérer dans mon ancien bureau. Je marchais vers la porte quand la voix de Javier m'a arrêté. Papa, m'a-t-il dit. Et pour la première fois de toute la conversation. Sa voix était vulnérable. Presque comme quand il était petit. Il n'y a vraiment aucun moyen de réparer ça? On ne peut pas trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde? Je me suis retourné pour le regarder. Pendant un instant, j'ai vu l'enfant de 8 ans qui m'avait promis de me protéger quand il serait grand. Mais ce moment est vite passé. Quand je me suis rappelé les mots que j'avais entendus au téléphone. Je vais virer ce vieux de l'entreprise. Javier, lui ai-je dit. Quand tu as décidé que j'étais ce vieux qu'il fallait éliminer. Tu as fermé toute possibilité d'une solution familiale. Les décisions ont des conséquences, mon fils. Ceci est la conséquence des tiennes. Je suis sorti de la salle de réunion. Et j'ai marché vers mon bureau pour la dernière fois. Les employés me regardaient avec un mélange de curiosité et de respect. Sentant qu'il s'était passé quelque chose d'important. Mais sans comprendre quoi exactement. Certains m'ont salué comme toujours. D'autres semblaient vouloir me dire quelque chose. Mais ne savaient pas quoi. Dans mon bureau, j'ai commencé à emballer mes affaires personnelles. Les photos de famille. Quelques livres que je lisais pendant les pauses déjeuner. Une lampe que Maria m'avait offerte pour mon tout premier bureau. Chaque objet avait une histoire, un souvenir. Un lien émotionnel avec les années passées à construire cet endroit. Miguel, mon comptable et ami, est entré sans frapper. Son visage exprimait un mélange de choc et d'admiration. Joaquin, m'a-t-il dit. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de faire. Les rumeurs circulent déjà dans toute l'entreprise. Tu as vraiment tout vendu sans rien dire à Javier.
Et Miguel, lui ai-je répondu en mettant une photo de Maria dans une boîte. Parfois, les pères doivent prendre des décisions difficiles pour donner des leçons importantes. Javier devait apprendre que le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. Et que sous-estimer les gens peut avoir des conséquences graves. Mais Joaquín, insista Miguel. C'est ton fils. Tu ne penses pas que vous auriez pu régler ça en parlant? Je l'ai regardé avec la patience que j'avais acquise après des décennies à expliquer des décisions d'affaires complexes. Miguel, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose à régler. Jusqu'à ce que j'entende cette conversation téléphonique. Pour moi, tout allait bien, jusqu'à ce que je découvre que mon propre fils me voyait comme un obstacle. Comment peut-on régler ça juste en parlant? Miguel hocha lentement la tête, commençant à comprendre l'ampleur de la trahison que j'avais subie. Et maintenant, que vas-tu faire, me demanda-t-il. Tu as 71 ans, 1,2 million de dollars et toute la vie devant toi. Sa question me fit sourire pour la première fois depuis des jours. Miguel, lui ai-je dit. Pour la première fois en 45 ans. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, pas ce que je dois faire. Je vais voyager. Je vais lire les livres que j'ai repoussés pendant des années. Je vais me lever tard si j'en ai envie. Je vais vivre pour moi. Pas pour construire un héritage que les autres ne savent pas apprécier. À ce moment-là, Isabelle est apparue à la porte de mon bureau. Ses yeux étaient rouges. Elle avait clairement pleuré. « Papy » m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Papa m'a raconté ce qui s'est passé. Il dit que tu es devenu fou, que tu as détruit la famille par caprice. » Elle s'est approchée de moi et m'a serré très fort dans ses bras. « Mais moi je ne crois pas ça. Je crois que tu es juste fatigué d'être maltraité. » L'étreinte d'Isabelle a été comme un baume pour mon âme blessée. « Ma petite, lui ai-je dit en caressant ses cheveux. Ton papy n'est pas fou. Ton papy a juste décidé qu'il était temps qu'on le respecte. Ou au moins qu'on le laisse en paix. » Isabelle s'est légèrement reculée pour me regarder dans les yeux. « Papy » m'a-t-elle demandé avec cette franchise brutale qu'ont les ados. « Est-ce que ça veut dire qu'on ne sera plus une famille ?» Sa question m'a brisé le cœur, car je savais que la réponse était compliquée. « Isabelle, lui ai-je dit. À toi et moi, on sera toujours une famille. Le vrai amour ne dépend pas d'une entreprise ou de l'argent. Il dépend du respect, de l'affection et de la loyauté sincère. Et ça, mon amour, tu me l'as toujours donné. » Les papas, a-t-elle demandé. « Mais tu ne l'aimes plus ?» C'était une question impossible à répondre sans lui faire du mal. Mais Isabelle méritait la vérité. « J'aime l'enfant qu'était ton papa, lui ai-je dit. Mais je ne peux pas respecter l'homme qu'il est devenu. Et sans respect, l'amour devient douloureux et toxique. » Isabelle a hoché la tête avec une maturité qui m'a surpris. « Je comprends, papy. Papa et maman sont très bizarres ces derniers temps. Toujours à parler d'argent. Toujours à planifier des trucs en cachette. Ils ne ressemblent plus à mes parents. Ils ressemblent à, je ne sais pas, à des gens froids, comme des chefs d'entreprise. » Ces mots ont confirmé ce que je craignais. Que l'ambition avait commencé à corrompre non seulement leur relation avec moi, mais toute la dynamique familiale. « Isabelle, lui ai-je dit en prenant ses mains. Je veux que tu saches que peu importe ce qui se passe entre ton papa et moi. Tu auras toujours une place dans ma vie. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu peux m'appeler. C'est clair ?» Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je pourrais te rendre visite dans ta nouvelle maison, m'a-t-elle demandé. Peu importe où tu vivras, je veux venir te voir. » Sa question m'a fait sourire sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Bien sûr que oui, mon amour. En fait, je pense acheter une maison avec un grand jardin. Peut-être même une piscine. Tu pourras venir quand tu voudras. Après le départ d'Isabelle, j'ai terminé de ranger mes affaires personnelles en silence. Chaque objet que je mettais dans les cartons représentait une époque différente de ma vie. La calculatrice que j'avais utilisée les premières années quand je ne pouvais pas me payer un ordinateur. Le cadre photo avec l'image de Maria le jour où nous avions ouvert notre deuxième agence. Même une petite plante que j'avais gardée en vie sur mon bureau pendant plus de 10 ans. Miguel est resté avec moi pendant tout ce moment, m'aidant à porter les cartons. Et m'offrant cette présence silencieuse que seul un vrai ami peut apporter. Joaquín,
m'a-t-il dit alors qu'on descendait la dernière boîte dans l'ascenseur. J'ai travaillé avec toi pendant 15 ans. Et je ne t'avais jamais vu prendre une décision aussi radicale. Mais je ne t'avais jamais vu non plus aussi en paix avec toi-même. Il avait raison. Malgré la douleur de la trahison familiale, je ressentais une étrange sensation de liberté qui me parcourait. Pour la première fois depuis des décennies. Je n'avais plus à m'inquiéter des salaires, des clients difficiles. Des décisions qui pouvaient affecter l'avenir de dizaines d'employés. J'étais libéré d'une responsabilité que j'avais portée si longtemps. Que j'avais oublié ce que ça faisait de vivre sans elle. Pendant qu'on chargeait ma voiture, j'ai vu Javier et Paula sortir du bâtiment. Ils marchaient lentement, leur visage montrait un mélange de choc, de colère et de défaite. Javier portait une petite boîte contenant ses affaires personnelles. Quand il m'a vu, il s'est arrêté un moment. Comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il a finalement continué vers sa BMW sans dire un mot. Paula, par contre, n'a pas pu s'empêcher de faire un dernier commentaire. Elle s'est approchée de moi avec ce faux sourire qu'elle avait si bien perfectionné au fil des années. « J'espère que tu es content, Joaquin », m'a-t-elle dit d'une voix douce mais avec des yeux froids. « Tu viens de détruire l'avenir de tes petits-enfants à cause d'un caprice de vieux. » Ces mots étaient faits pour me blesser. Pour me faire culpabiliser et me faire douter de mes actes. Mais après tout ce qui s'était passé, sa manipulation me semblait presque transparente. « Paula », lui ai-je répondu calmement. « L'avenir de mes petits-enfants n'a jamais dépendu de votre héritage de mon entreprise. Il dépendait du fait qu'ils grandissent dans une famille où les valeurs d'honnêteté, de travail et de loyauté sont respectées. Des valeurs que vous avez choisi d'abandonner pour de l'ambition. » « Ne joue pas les martyrs », répliqua-t-elle avec plus de venin dans la voix. « C'est juste de la vengeance, et tu le sais. Tu punis Javier simplement parce qu'il veut prendre en main sa vie professionnelle. » L'ironie de ce qu'elle disait me fit presque rire. Sa propre vie professionnelle? Paula. Cette entreprise, c'était ma vie professionnelle. Javier a eu 18 ans pour créer sa propre société s'il voulait en avoir le contrôle total. Mais à la place, il a préféré attendre que je meure ou devienne sénile pour lui prendre mon travail. Paula me lança un regard de mépris avant de se retourner. Et de rejoindre Javier, qui l'attendait près de la voiture. Je les ai vus s'éloigner, probablement en train de penser à leur prochain plan. À la manière de me faire payer ce qu'ils considéraient comme une trahison. Mais je m'en fichais maintenant. J'avais pris ma décision et j'étais prêt à vivre avec les conséquences. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à un petit café près du parc. Où j'emmenais Javier quand il était petit. J'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Et pour penser à mes prochaines étapes. Le café avait cette ambiance intime et chaleureuse. Qui me rappelait les endroits où Maria et moi allions quand nous étions jeunes. Et que nous n'avions pas d'argent pour aller dans des restaurants chics. Je me suis assis à une table près de la fenêtre. J'ai commandé un café noir et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon compte bancaire. Il était là. 1,2 million. Une somme qui avait semblé impossible quand j'avais lancé mon entreprise avec seulement 50 pesos en poche. Maintenant, c'était ma liberté. Mon indépendance. Ma capacité à vivre mes jours restants sans dépendre de personne. Ni être un poids pour qui que ce soit. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai décidé de répondre. Monsieur Joaquin Mendoza, demanda une voix féminine professionnelle. Je suis Elena Vasquez, agente immobilière. Le docteur Herrera m'a donné votre numéro et m'a dit que vous pourriez être intéressé par l'achat d'une maison. Roré avait pensé à tout. Même aux détails pratiques de ma nouvelle vie. En effet, lui ai-je répondu. Je cherche quelque chose de calme, avec un jardin, dans un quartier sur mes pattes à pas accent Graveleuil. Elena avait exactement ce qu'il me fallait. Une maison à 2 étages dans un quartier résidentiel tranquille. Avec un grand jardin. Une terrasse avec vue sur les montagnes. Assez proche de la ville pour ne pas être isolé. Mais assez éloigné pour avoir de l'intimité. Pourrions-nous la visiter demain, lui ai-je demandé. Bien sûr, répondit Elena avec un enthousiasme professionnel. Que diriez-vous de 10 heures du matin? Nous avons fixé le rendez-vous et j'ai raccroché. Ressentant une émotion que je n'avais pas connue depuis des années. J'allais acheter une maison pour moi. Choisie par moi. Payée avec mon propre argent. Où personne ne pourrait me juger,
me manipuler ou me faire sentir de trop. En finissant mon café, j'ai repensé à la conversation que j'avais eue avec Isabelle. Sa question, sur le fait de savoir si Javier et moi pouvions encore arranger les choses, m'avait hanté tout l'après-midi. Une partie de moi, celle qui avait été père pendant 43 ans, voulait croire que c'était possible. Mais la partie rationnelle savait que certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées facilement. Le problème, ce n'était pas seulement ce que Javier avait dit au téléphone. Le vrai problème, c'est qu'il avait planifié ma sortie depuis des mois. Il avait consulté des avocats, discuté des stratégies avec Paula. Et à aucun moment il n'avait pensé à simplement me parler directement. Il m'avait vu comme un obstacle à écarter. Pas comme un père à respecter ou à consulter. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était Isabelle. Papy, papa et maman sont très fâchés. Ils disent que tu vas regretter ce que tu as fait. Mais moi je veux que tu saches que je suis fier de toi. Tu t'es enfin défendu. Ces mots m'ont rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Au moins une personne dans ma famille comprenait pourquoi j'avais pris cette décision. Je lui ai répondu tout de suite, merci, mon amour. Ton soutien compte plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Et ne t'inquiète pas pour les menaces de tes parents. Ils ne peuvent plus rien me faire qu'ils ne m'aient déjà fait. Et c'était vrai. Que pouvaient-ils encore me retirer? Ils avaient déjà perdu mon respect, ma confiance et mon entreprise. Ils n'avaient plus aucune carte à jouer. Ce soir-là, dans mon appartement, je me suis servi un whisky. Et je me suis assis sur ma terrasse pour regarder le coucher de soleil. La ville s'étendait devant moi, remplie de lumière qui commençait à s'allumer alors que le jour finissait. J'ai pensé à Maria et à ce qu'elle me dirait si elle était encore en vie pour voir tout cela. Elle me gronderait sûrement de ne pas avoir parlé à Javier avant de prendre une décision aussi radicale. Maria croyait toujours à la communication, aux secondes chances, au pouvoir du pardon. Mais Maria était morte sans voir comment l'ambition avait commencé à corrompre notre fils. Sans assister à la froideur calculée avec laquelle lui et Paula avaient planifié mon humiliation. Maria, ai-je dit à haute voix dans l'air du soir? J'espère que tu peux comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ce n'était pas par vengeance, c'était par dignité. Ce n'était pas pour blesser Javier, c'était pour me protéger moi-même. Le vent a fait bouger les feuilles des plantes sur ma terrasse. Et pendant un instant, j'ai imaginé que c'était sa réponse, sa façon de me dire qu'elle comprenait. Le téléphone a sonné une fois de plus. Cette fois, c'était Roré, mon avocat. Joaquin, comment tu te sens après tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Sa vraie préoccupation m'a apaisé. Mieux que ce que je pensais, lui ai-je répondu honnêtement. Fatigué, mais en paix. Roré a ri doucement. C'est exactement ce que j'espérais que tu dises. Tu as toujours été un homme de principe, et aujourd'hui tu as montré que l'âge n'a rien changé à cela. Roré, lui ai-je demandé. Mais tu crois que j'ai fait ce qu'il fallait? Il y eut un long silence avant qu'il réponde. Joaquin, en tant qu'avocat, je peux te dire que tout ce que tu as fait est totalement légal. En tant qu'ami, je peux te dire que j'admire ton courage. Mais en tant que père, je dois reconnaître que c'est une situation douloureuse sans réponse facile. Son honnêteté m'a rassuré plus que n'importe quelle validation aveugle. Merci pour ta franchise, lui ai-je dit. Et merci d'avoir rendu tout ça possible. Je sais que ce n'était pas facile de préparer tous les papiers aussi vite. Roré a encore ri. Pour être honnête, c'était un des cas les plus intéressants de ma carrière. Ce n'est pas tous les jours qu'un client te demande de l'aider à vendre son entreprise pour donner une leçon à son fils. Après avoir raccroché avec Roré, je suis resté sur la terrasse jusque tard dans la nuit. Simplement à profiter du silence et de la paix. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas besoin de me lever tôt pour régler des problèmes d'entreprise. Je n'avais pas à vérifier des emails urgents ou à préparer des présentations pour des clients importants. J'étais libre de faire ce que je voulais, quand je voulais. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans réveil pour la première fois depuis des décennies. Le soleil passait doucement à travers les rideaux de ma chambre. Et le silence de ne pas avoir à courir quelque part m'a paru étrangement apaisant. Je suis resté quelques minutes de plus au lit. Juste à savourer la sensation de ne pas être pressé. De ne pas avoir de responsabilités urgentes dans un bureau qui n'était plus le mien. J'ai préparé mon petit déjeuner tranquillement. Ce que je n'avais pas fait depuis des années. Café fraîchement moulu, œufs brouillés,
pain grillé et jus d'orange naturel. Je me suis assis à la table de la salle à manger et j'ai pris mon petit déjeuner en lisant le journal du début à la fin. Pas seulement les pages économiques comme je l'avais fait pendant tant d'années. Il y avait un article sur des voyages en Europe qui a attiré mon attention. Maria avait toujours rêvé de visiter l'Italie. Mais j'avais toujours repoussé ce voyage à cause de mes obligations professionnelles. À 10 heures pile, Elena Vasquez est venue me chercher pour visiter la maison. C'était une femme d'environ 40 ans, professionnelle mais chaleureuse, qui comprenait parfaitement ce que je cherchais. « Monsieur Mendoza », m'a-t-elle dit pendant que nous roulions vers le quartier résidentiel. « Le docteur Herrera m'a dit que vous commencez une nouvelle étape dans votre vie. Cette maison pourrait être parfaite pour ça. » La maison dépassait toutes mes attentes. Elle avait 2 étages, avec une architecture coloniale moderne. Entourée d'un jardin mature rempli d'arbres fruitiers. Et de fleurs que Maria aurait adorées. Le salon principal avait une cheminée en pierre. Et de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. La cuisine était grande et moderne, parfaite pour quelqu'un qui redécouvre le plaisir de cuisiner sans se presser. Mais ce qui m'a vraiment séduit, c'était la terrasse du 2e étage. Elle offrait une vue panoramique sur les montagnes. Et était orientée de manière à voir le lever et le coucher du soleil. Il y avait assez d'espace pour mettre une table, quelques chaises confortables. Et peut-être même un barbecue pour quand Isabelle viendrait me rendre visite. Cette terrasse, ai-je dit à Elena. C'est exactement ce qu'il me faut. Le prix est de 350 000 $, m'a expliqué Elena. Mais le propriétaire veut vendre rapidement. On pourrait négocier. Je lui ai souri. Après avoir vendu mon entreprise pour 1,2 million. 350 000 $ pour une maison qui allait me rendre heureux me semblait être un excellent investissement pour ma nouvelle vie. Pas besoin de négocier, lui ai-je dit. Si les papiers sont en ordre, je suis prêt à faire l'offre complète. Elena m'a regardé avec surprise et admiration. Vous êtes sûr? La plupart des gens veulent réfléchir, en parler avec leur famille. Sa remarque m'a fait rire. Elena, j'ai 71 ans et je viens de retrouver ma liberté. Je n'ai plus besoin de demander l'avis de personne pour prendre mes décisions. Si cette maison me rend heureux, je vais l'acheter. Nous sommes retournés au bureau d'Elena pour commencer les démarches. Pendant qu'elle préparait les documents, j'ai appelé Roré pour qu'il vérifie tout sur le plan légal. Joaquin, m'a dit Roré quand je lui ai parlé de la maison. Je pense que c'est une excellente décision. Une maison à toi, dans un quartier calme, avec de l'espace pour recevoir des visites. C'est exactement ce qu'il te faut pour ce nouveau chapitre. Pendant qu'on attendait que Roré arrive pour vérifier les contrats, Elena et moi avons parlé du quartier. Elle m'a parlé des restaurants locaux, des parcs tout proches. Et de la bibliothèque publique à seulement 10 minutes à pied. Il y a aussi un centre communautaire, m'a-t-elle dit. Ils organisent des activités pour les seniors, cours de peinture, clubs de lecture. Et même des cours de danse. L'idée de prendre des cours de peinture m'a intrigué. Maria m'avait dit pendant des années que j'avais un talent artistique. Mais je n'avais jamais eu le temps de l'explorer. Maintenant, pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'aurai le temps de découvrir des facettes de moi-même que j'avais dû mettre de côté pour mon travail. Roré est arrivé au bureau d'Elena avec son efficacité habituelle. Il a vérifié tous les documents, posé quelques questions techniques sur la propriété, et m'a finalement donné son feu vert. Tout est en ordre, m'a-t-il dit. C'est un bon achat, et le prix est correct pour le marché actuel. J'ai signé tous les papiers nécessaires. Et j'ai programmé le virement bancaire pour ce même après-midi. Félicitations, monsieur Mendoza, m'a dit Elena en me serrant la main. Dans 48 heures, vous serez officiellement le propriétaire de votre nouvelle maison. La sensation d'avoir une maison neuve, choisie par moi et payée avec mon propre argent, était indescriptible. C'était comme recommencer à zéro. Mais avec la sagesse et la stabilité financière que j'avais gagnées au fil des années. Cet après-midi-là, j'ai décidé de me promener dans le centre-ville. Chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'avais toujours été trop occupé, trop concentré à aller d'un point à un autre. Pour vraiment observer mon environnement. Maintenant, je pouvais marcher sans me presser. M'arrêter dans les magasins qui m'inspiraient. M'asseoir sur un banc dans un parc simplement pour regarder les gens passer. Je suis entré dans une petite librairie que j'avais vue souvent. Mais dans laquelle je n'étais jamais entré.
Le propriétaire, un homme âgé à l'allure intellectuelle, m'a recommandé plusieurs livres de voyage, des biographies d'entrepreneurs à la retraite. Et des romans qui, selon lui, étaient parfaits pour redécouvrir le plaisir de lire sans but précis. J'ai acheté 5 livres. Plus que ce que j'avais lu pour le plaisir durant les 10 dernières années. Alors que je rentrais à mon appartement, mon téléphone a sonné. C'était Isabelle. Papy, m'a-t-elle dit d'une voix pleine d'émotion. C'est vrai que tu vas déménager dans une nouvelle maison? La nouvelle s'était répandue vite. Probablement que Rory en avait parlé à quelqu'un. Ou peut-être qu'Elena en avait parlé à d'autres agents. Oui, mon amour, lui ai-je répondu. Une maison magnifique avec un jardin et une terrasse où nous pourrons prendre le petit déjeuner ensemble quand tu viendras me voir. Je peux la voir avant que tu y emménages. M'a-t-elle demandé avec enthousiasme. J'adorerais t'aider à la décorer. Sa proposition m'a rempli de joie. Isabelle avait toujours eu bon goût, et l'idée qu'elle m'aide à transformer cette maison en un vrai chez moi me semblait parfaite. Bien sûr, lui ai-je dit. En fait, j'adorerais avoir ton avis sur les meubles et la décoration. Papy, a continué Isabelle, sa voix devenant plus sérieuse. Papa et maman sont toujours très fâchés. Ils disent qu'ils cherchent des avocats pour voir s'ils peuvent faire quelque chose légalement. Cette information ne m'a pas surpris, mais ne m'a pas inquiété non plus. Rory avait été très clair sur la légalité de toutes mes actions. Isabelle, lui ai-je dit calmement, ne t'inquiète pas pour ça. Tout ce que j'ai fait est complètement légal. Ton père peut engager tous les avocats qu'il veut, mais il ne trouvera rien qui puisse annuler mes décisions. J'ai marqué une pause avant de continuer. Et toi, comment tu vis tout ça? Je sais que ça doit être difficile d'être au milieu. Isabelle a poussé un profond soupir. C'est compliqué, papy. D'un côté, je comprends pourquoi tu es fâché contre papa et maman. Mais d'un autre côté, c'est ma famille, et voir tout le monde se disputer, ça me fait mal. Son honnêteté m'a touché profondément. Ce n'était pas juste qu'une adolescente doive supporter les conséquences des décisions d'adultes. Mon amour, lui ai-je dit, je veux que tu saches que rien de tout cela n'est ta faute. Et que peu importe ce qui se passe entre ton père et moi. Toi et moi, on aura toujours une relation spéciale. Tu es la lumière de ma vie, et ça ne changera jamais. J'ai entendu Isabelle commencer à pleurer doucement de l'autre côté de la ligne. Papy, m'a-t-elle dit entre ses larmes. Tu crois que papa comprendra un jour pourquoi tu as fait ça? Sa question m'a obligé à réfléchir profondément. Honnêtement, je ne sais pas, lui ai-je répondu. Ton père devrait reconnaître qu'il m'a maltraité. Et ça demande une humilité que je ne suis pas sûr qu'il ait. Ce soir-là, pendant que j'organisais mes nouveaux livres sur la table du salon, j'ai repensé à la conversation avec Isabelle. Elle m'avait fait réfléchir à quelque chose que j'évitais jusque-là. Que se passerait-il si Javier voulait vraiment se réconcilier? Est-ce que je serais prêt à lui pardonner? Est-ce qu'on pourrait reconstruire une relation basée sur le respect mutuel? La vérité était compliquée. Une partie de moi, celle qu'il avait élevée et aimée sans condition pendant 43 ans, voulait croire que c'était possible. Mais une autre partie, celle qui avait été trahie et humiliée, savait que certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Je me suis servi un whisky et je suis sorti sur la terrasse pour regarder les lumières de la ville. Dans 2 jours, je serai dans ma nouvelle maison, commençant officiellement ma nouvelle vie. C'était excitant et effrayant à la fois. Après des décennies de routines établies, de responsabilités prévisibles, de journées structurées autour du travail, je devais maintenant apprendre à vivre pour moi-même. Le téléphone a vibré avec un message texte. C'était un numéro inconnu. Monsieur Mendoza, je suis Oscar Ramirez, le nouveau propriétaire de votre ancienne entreprise. J'aimerais vous inviter à déjeuner demain pour vous remercier personnellement d'avoir laissé l'entreprise en si bon état. J'aimerais aussi mieux connaître l'histoire de la compagnie que nous venons d'acheter. Son invitation m'a agréablement surpris. C'était rare que les nouveaux propriétaires veuillent garder le contact avec les anciens. Surtout dans des circonstances comme les miennes. Je lui ai répondu que j'acceptais son invitation. Curieux de connaître ses projets pour l'entreprise qui avait été ma vie pendant tant d'années. Le déjeuner avec Oscar Ramirez a été une des conversations les plus satisfaisantes que j'avais eues depuis des mois. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic du centre-ville. Et dès les premiers instants, j'ai compris qu'il avait bien étudié l'histoire de mon entreprise. Monsieur Mendoza, m'a-t-il dit en s'asseyant.
J'ai lu tous les rapports annuels des 20 dernières années. Et je dois dire que votre croissance a été exemplaire. Créer une entreprise à partir de rien et la garder rentable pendant 4 décennies demande une vision et une discipline extraordinaires. Ces mots m'ont profondément touché. Parce qu'ils venaient de quelqu'un qui comprenait vraiment la valeur de ce que j'avais accompli. Merci, lui ai-je répondu. Ce furent des années difficiles, surtout au début. Mais chaque défi m'a appris quelque chose d'important. Oscar a hoché la tête avec compréhension. C'est justement pour cela que nous voulions vous rencontrer. Nous pensons que votre expérience et votre connaissance du marché local pourraient être très précieuses pour nos projets d'expansion. Des projets d'expansion ? Ai-je demandé avec curiosité. Oscar m'a expliqué que sa société voulait utiliser mon ancienne entreprise comme base pour s'installer dans toute la région. Nous voulons garder la culture d'entreprise que vous avez créée, m'a-t-il dit. Mais aussi innover et grandir. La question est, seriez-vous prêt à être notre consultant ? Pas comme employé, mais comme conseiller indépendant. La proposition m'a complètement surpris. Après avoir été vu comme un obstacle par mon propre fils. Voilà qu'un inconnu m'offrait du respect et reconnaissait ma valeur. Quel genre de conseil avez-vous en tête ? Ai-je demandé. Rien qui demande un engagement à plein temps, a répondu Oscar. Peut-être une réunion mensuelle, quelques conseils pour certains clients. Et des orientations sur les particularités du marché local. Nous vous paierions très bien pour votre temps et vos connaissances. En réfléchissant à son offre, je me suis rendu compte que l'idée ne me déplaisait pas. Ce n'était pas revenir à une routine épuisante de gestion d'entreprise. Mais partager mon expérience de manière sélective et bien rémunérée. Ça m'intéresse, lui ai-je dit finalement. Mais il faut que j'aie la liberté de refuser certains projets si ça ne m'intéresse pas. Ou si ça gêne mes plans personnels. Oscar a souri largement. C'est exactement ce qu'on espérait entendre. Après le déjeuner, je suis allé à mon ancienne entreprise. Pour récupérer quelques affaires que j'avais oubliées la veille. Ça faisait bizarre de voir le bâtiment avec la nouvelle enseigne déjà installée. Corporation Internationale Ramirez. Les employés qui m'ont reconnu m'ont salué chaleureusement. Certains m'ont demandé si c'était vrai que j'allais continuer en tant que consultant. La nouvelle s'était vite répandue. Miguel m'attendait dans ce qui avait été mon bureau. Maintenant complètement vide, à part une chaise et une petite boîte. Joaquin, m'a-t-il dit avec un sourire. Tu as oublié ça hier. La boîte contenait la première photo que j'avais prise de mon entreprise. Celle de 1982, avec Javier âgé de 6 ans à mes côtés. Il y avait aussi quelques souvenirs que j'avais gardés au fil des années. Un presse-papier offert par un client. Un stylo en or que Maria m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Miguel, lui ai-je demandé en regardant ce qu'il y avait dans la boîte. Tu as eu des nouvelles de Javier depuis hier ? Son expression est devenue sérieuse. Il est venu ce matin avec Paula et un avocat. Il voulait vérifier tous les contrats et documents de l'entreprise. L'avocat a posé beaucoup de questions sur le processus de vente. Mais Oscar leur a expliqué que tout avait été parfaitement légal et transparent. Comment était Javier ? Ai-je demandé. Même si je n'étais pas sûr de vouloir savoir. Miguel a soupiré. Abattu, a-t-il répondu honnêtement. Je crois qu'il a enfin compris qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour revenir en arrière. L'avocat a été très clair. Vous aviez totalement le droit légal de vendre l'entreprise sans consulter personne. Cette information m'a rassuré. Mais elle m'a aussi donné une étrange sensation de tristesse. Une partie de moi espérait secrètement que Javier viendrait s'excuser. Qu'il reconnaîtrait son erreur. Qu'il essaierait de réparer notre relation. Mais au lieu de ça, il était venu avec des avocats. Cherchant encore un moyen d'annuler mes décisions. Plutôt que d'accepter la responsabilité de ses actes. Cet après-midi-là, je suis allé dans ma nouvelle maison. Pour prendre les mesures nécessaires pour les meubles. Elena m'avait donné les clés temporairement pour que je puisse planifier la décoration avant le déménagement officiel. J'ai marché dans chaque pièce, en imaginant à quoi elle ressemblerait avec mes affaires, avec des meubles neufs choisis spécialement pour cette nouvelle étape de ma vie. Dans le salon principal, j'ai décidé que je placerais le canapé en face de la cheminée avec une vue parfaite sur le jardin. Dans ce qui serait mon bureau à domicile, je mettrais un bureau simple où je pourrais lire, écrire, et peut-être travailler de temps en temps comme consultant pour Oscar.
La chambre principale aurait un grand lit king size et une belle vue sur les montagnes. Mais c'est sur la terrasse que j'ai passé le plus de temps. J'ai imaginé les matins en train de boire du café tout en regardant le lever du soleil, les après-midi à lire mes nouveaux livres, les visites d'Isabelle m'aidant à prendre soin des plantes que je comptais acheter. C'était un futur simple, mais rempli de possibilités, des choses qui avaient été impossibles tant que ma vie tournait entièrement autour du travail. Mon téléphone a sonné pendant que j'étais sur la terrasse. C'était Isabelle. « Papy », m'a-t-elle dit avec émotion, « je peux venir te voir demain. Je veux t'aider à choisir les meubles pour ta nouvelle maison. » Son enthousiasme était contagieux. « Bien sûr, mon amour. À quelle heure ça t'arrange ? Nous avons convenu de nous retrouver à 10 heures du matin dans un magasin de meubles qu'Elena m'avait recommandé. « Papy », a continué Isabelle, « je dois te dire quelque chose. Papa m'a demandé de te parler, d'essayer de te convaincre de tout reconsidérer. » Sa confession ne m'a pas surpris. C'était typique de Ravière d'utiliser Isabelle comme intermédiaire quand il n'avait pas le courage d'affronter les situations directement. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? » ai-je demandé. Isabelle a ri doucement. Je lui ai dit que je n'étais pas sa messagère, et que s'il voulait te parler, il pouvait t'appeler lui-même comme un adulte. Sa réponse m'a rempli de fierté. À 16 ans, Isabelle montrait déjà plus de maturité et de principe que son père de 43 ans. Isabelle, lui ai-je dit, je veux que tu saches que tu ne dois jamais te sentir obligé d'être l'intermédiaire entre ton père et moi. C'est une situation entre adultes, et tu n'as aucune responsabilité à la résoudre. Il y eut une pause avant qu'elle réponde. Je sais, papy, mais je sais aussi que vous vous aimez tous les deux, même si pour l'instant vous êtes trop blessés pour l'admettre. Ces paroles m'ont fait réfléchir pour le reste de l'après-midi. C'était vrai que Ravière m'aimait. Mais était-il trop fier pour reconnaître son erreur, ou en était-il arrivé au point où il me voyait simplement comme un obstacle à ses ambitions ? La différence était importante parce qu'elle déterminerait s'il y avait une possibilité de réconciliation dans le futur. Ce soir-là, en rangeant encore quelques affaires pour le déménagement, j'ai trouvé une lettre que Ravière m'avait écrite quand il avait 20 ans. Il étudiait l'administration des entreprises et avait passé l'été à travailler dans l'entreprise. La lettre était un remerciement pour l'opportunité, mais aussi une réflexion sur ce qu'il avait appris en m'observant travailler. « Papa », disait la lettre avec l'écriture encore jeune de Ravière. « Cet été, j'ai compris pourquoi tu es si respecté dans le monde des affaires. Ce n'est pas seulement à cause de ton intelligence ou de ton expérience, mais à cause de ton intégrité. Je ne t'ai jamais vu prendre de raccourcis malhonnêtes ou maltraiter un employé. J'espère qu'un jour, je pourrai devenir le genre de leader que tu es. » Lire cette lettre 20 ans plus tard m'a brisé le cœur. Le jeune homme qui avait écrit ces mots admirait vraiment mon intégrité et mon leadership. Que s'était-il passé entre-temps ? Quand avait-il commencé à me voir comme un vieil homme inutile, au lieu d'un mentor précieux ? J'ai décidé qu'il était temps d'écrire ma propre lettre. Pas pour Ravière directement, mais pour moi-même. Pour clarifier ce que je ressentais et ce que j'espérais pour l'avenir. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à écrire. Aujourd'hui, une époque de ma vie s'achève, et une autre commence. Après 45 ans à construire une entreprise, je l'ai vendue pour protéger ma dignité. Ce n'était pas une décision prise par colère, mais par nécessité. Mon fils, que j'ai aimé et pour qui j'ai tant sacrifié, a décidé que j'étais un obstacle à ses ambitions. Au lieu de me parler comme à un père, il a comploté en secret pour me faire partir. Je ne regrette pas ma décision. Je regrette les circonstances qui l'ont rendu nécessaire. Je regrette que l'amour familial ait été dépassé par l'ambition. Je regrette que Ravière n'ait jamais compris que j'aurais été prêt à lui transmettre le contrôle petit à petit. S'il m'avait montré le respect de base que tout père mérite. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Une vie où je peux me lever quand je veux, voyager quand ça me chante. Et consacrer mon temps à ce qui me rend heureux. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération. Ce n'est pas la fin de mon histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre où je peux enfin vivre pour moi. Si un jour Ravière veut se réconcilier, il faudra que je ressente dans ses paroles et ses actions une vraie reconnaissance de ce qu'il a fait. Je ne cherche pas à l'humilier. Mais je ne permettrai pas non plus qu'il minimise le mal qu'il a causé. Le respect se mérite, il ne s'hérite pas. Et il devra regagner le mien. En attendant, j'ai une nouvelle maison à décorer. Des livres à lire. Des endroits à découvrir.
Et une petite fille merveilleuse qui me rappelle que le véritable amour existe. À 71 ans, je suis enfin libre. Et cette liberté n'a pas de prix. J'ai rangé la lettre dans le même dossier où j'avais trouvé celle de Ravière. Un jour, peut-être, je les donnerai à Isabelle pour qu'elle comprenne toute l'histoire de sa famille. Pour l'instant, ça me suffisait d'avoir mis mes sentiments en mots clairs.